En février 2024, la Drukheitai a fait une découverte qui a bouleversé tout ce que nous pensions savoir sur la solitude. Elle a identifié des neurones spécifiques dans le cerveau qui s'activent lorsque vous vous sentez seul. Mais voici ce que personne ne vous dit. Ces neurones s'activent avec la même intensité que vous soyez seul dans votre chambre ou au milieu d'une foule. Carl Jung, il y a un siècle, avait déjà cartographié ce phénomène, sans le moindre scanner cérébral. Il l'a appelé la solitude de l'être conscient, et ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va complètement transformer votre façon de comprendre votre propre isolement. Vous est-il déjà arrivé d'être à une fête, entouré de gens qui rient et qui discutent, et de ressentir un vide si profond qu'il vous semblait être sur une autre planète? Avez-vous déjà participé à un repas de famille, avec tout le monde présent, et vous être senti plus isolé que si vous étiez complètement seul? Avez-vous déjà regardé les personnes autour de vous et pensé « Personne ici ne me connaît réellement ». Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, vous n'êtes pas seul dans cette expérience. Paradoxalement, des millions de personnes ressentent exactement la même chose. Et la neuroscience peut enfin expliquer pourquoi cela arrive. Mais plus important encore, Jung avait déjà la réponse il y a un siècle, et elle est beaucoup plus profonde que ce que n'importe quel scan cérébral peut révéler. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler exactement ce qui se passe dans votre cerveau lorsque vous vous sentez seul au milieu d'une foule. Je vais vous montrer le lien caché entre la psychologie jungienne et les découvertes les plus récentes sur les neurones de la solitude. Et je vais vous donner un protocole hybride qui unit Jung et Huberman pour transformer cet isolement en quelque chose de complètement différent. Mais avant de continuer, j'ai besoin que vous compreniez une chose fondamentale. L'isolement que vous ressentez n'est pas une erreur de votre part. Ce n'est pas parce que vous êtes antisocial. Ce n'est pas parce que vous êtes difficile à vivre. C'est un signe que quelque chose de beaucoup plus profond se passe à l'intérieur de vous. Et ce signal, c'est exactement ce que Jung a étudié toute sa vie. Commençons par ce que la neuroscience a découvert. La Drukheitai de l'université de Stanford a identifié une région spécifique du cerveau appelée le noyau dorsal du raphet. Dans cette région, il existe des neurones dopaminergiques qui fonctionnent comme un thermomètre social. Lorsque ces neurones sont activés, ils créent un état qu'elle a appelé faim sociale. Mais voici la découverte cruciale. Ces neurones ne mesurent pas combien de personnes sont autour de vous. Ils mesurent la qualité de la connexion. Vous pouvez être entouré de 100 personnes, et si aucune d'entre elles n'offre le type de connexion dont votre cerveau a besoin, ces neurones vont s'activer comme si vous étiez complètement isolé. Huberman a expliqué cela dans son podcast, en utilisant le concept d'homéostasie sociale. Tout comme votre corps a un point de consigne pour la température, la faim et la soif, votre cerveau a un point de consigne pour la connexion sociale. Et lorsque vous êtes en dessous de ce point, peu importe le nombre de personnes autour de vous, le cerveau enregistre un déficit. Mais attendez, parce que ce que Huberman ne mentionne pas, c'est ce que Jung a découvert en premier. Et cela change tout. Jung a écrit une phrase qui va vous faire mettre cette vidéo en pause pour l'assimiler. Il a dit que l'isolement ne vient pas du manque de personnes autour de soi. L'isolement vient de l'incapacité à communiquer les choses qui semblent importantes pour soi-même. Relisez-la. L'isolement vient de l'incapacité à communiquer les choses qui semblent importantes pour soi-même. Cela signifie que vous pouvez être dans une pièce remplie de gens qui parlent de travail, de commérage, de choses superficielles, et vous sentir complètement seul, parce que rien de tout cela ne touche ce qui compte vraiment pour vous. Votre cerveau enregistre ces interactions comme du bruit, comme des calories vides, comme une fausse connexion. Et voici la partie qui va vous déranger. La plupart des gens ne comprendront jamais ce qui compte réellement pour vous. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que la plupart des gens ne se sont jamais donné la peine de découvrir ce qui compte pour eux-mêmes. Et comment pouvez-vous vous connecter profondément avec quelqu'un qui ne s'est pas connecté avec lui-même? Jung a appelé cela la tragédie de l'inconscient collectif. La plupart des gens vivent en pilote automatique, en suivant des scripts sociaux qui ont été programmés en eux depuis l'enfance. Travaille, marie-toi, aie des enfants,
achètent des choses. Paraissent heureux, et à l'intérieur de ce script, il n'y a pas de place pour les questions qui comptent vraiment. Mais vous êtes différent si vous regardez cette vidéo et que vous avez ressenti quelque chose en entendant cette phrase de Jung. Vous faites partie d'un groupe très spécifique. Jung les a appelés les individus en voie d'individuation. Huberman les appellerait les personnes ayant une grande sensibilité au désalignement social. Et ce groupe ressent l'isolement différemment. Parce que vous ne recherchez pas la quantité de connexion. Vous recherchez la profondeur. Vous ne voulez pas plus de gens autour de vous. Vous voulez les bonnes personnes. Et quand vous ne les trouvez pas, vous préférez l'isolement réel à la fausse compagnie. Mais voici le problème. Votre cerveau ne fait pas la différence entre l'isolement physique et l'isolement émotionnel. Pour le noyau dorsal du raphé, l'isolement, c'est l'isolement. Et lorsque vous restez trop longtemps dans cet état, les choses commencent à changer. Une étude publiée en décembre 2025 a analysé plus de 137 000 tests cognitifs et a découvert que l'isolement social cause un déclin cognitif direct. Pas une corrélation, une cause, indépendamment du genre, de l'origine ethnique ou du niveau d'éducation, indépendamment du fait que la personne s'identifie comme solitaire ou non. L'isolement littéral modifie le cerveau. Mais le plus intéressant, c'est que l'isolement subjectif, celui que vous ressentez même entouré de gens, cause également des changements. Des chercheurs utilisant les données de 40 000 personnes de la biobanque britannique ont découvert que l'isolement perçu est associé à des changements dans le réseau du mode par défaut. C'est le réseau cérébral responsable de l'autoréflexion, de la création de sens et du traitement des expériences. En d'autres termes, votre isolement n'est pas seulement un sentiment. Il modifie littéralement la structure de votre cerveau. Et plus vous passez de temps sans connexion véritable, plus il devient difficile de créer une connexion véritable. Un cycle vicieux. Jung a compris cela de manière intuitive. Il a écrit que l'isolement nécessaire à l'individuation peut devenir une prison, si la personne ne sait pas le naviguer consciemment. L'isolement qui devrait être transformateur devient destructeur lorsque vous ne comprenez pas son but. Et voici le tournant que personne ne vous raconte. L'isolement que vous ressentez n'est pas un problème à résoudre. C'est un appel auquel il faut répondre. Jung a passé une grande partie de sa vie isolé. Il a eu peu d'amis véritables, a rompu avec Freud, son mentor le plus proche, a passé des années dans une période qu'il a lui-même appelée une confrontation avec l'inconscient. Et pendant tout ce temps, il était seul, profondément seul. Mais c'est exactement dans cet isolement qu'il a développé les concepts qui ont changé la psychologie à jamais. L'ombre, les archétypes, l'inconscient collectif, le processus d'individuation. Tout est né dans l'isolement. Carl Jung a écrit que la solitude devient l'école dans laquelle la personne est forcée d'apprendre à supporter sa singularité en tant qu'individu. Et de fait, ce thème a fourni à Carl Jung le noyau de ses écrits ultérieurs sur l'individuation, un concept fondamental dans sa pensée. Vous comprenez ce que cela signifie? La solitude que vous ressentez peut ne pas être une malédiction. Elle pourrait être le début de votre processus pour devenir qui vous êtes vraiment. Mais attendez, parce que voici ce qu'Andrew Huberman ajoute, et qui change l'application pratique. Les neurosciences montrent que la solitude chronique cause une réduction de la réponse oxytocinergique. Cela signifie que plus vous passez de temps à vous sentir déconnecté, plus il devient difficile pour votre cerveau de traiter la connexion quand elle se présente. Les personnes chroniquement solitaires montrent une moindre confiance interpersonnelle, préfèrent des distances sociales plus grandes et ont une activation réduite dans les régions limbiques et striatales pendant les interactions. En termes simples, votre cerveau commence à se protéger. Il assume que la connexion n'est pas disponible. Alors il arrête de la chercher. Il arrête d'espérer. Il arrête d'être ouvert. C'est un mécanisme de survie. Cela explique pourquoi certaines personnes peuvent être désespérées de connexion, mais en même temps repoussent les gens. Le cerveau est en mode de protection, et mode de protection est mode d'isolement, un cercle vicieux. Alors nous avons un paradoxe neurologique. La solitude qui pourrait vous transformer à travers l'individuation.
peut aussi vous détruire si votre cerveau entre en mode défensif trop longtemps. Et c'est ici que Carl Jung et Andrew Huberman doivent travailler ensemble, en parfaite symbiose. Le protocole que je vais vous donner maintenant unit la sagesse profonde de Carl Jung avec la neuroscience pratique d'Andrew Huberman. Ce n'est pas de la théorie, c'est de l'application, c'est du concret. Premièrement, vous devez distinguer entre solitude nécessaire et solitude destructive. La solitude nécessaire, c'est quand vous choisissez consciemment de vous éloigner pour traiter des expériences, intégrer des apprentissages, ou simplement recharger vos batteries. La solitude destructive, c'est quand vous vous sentez isolé, même sans le vouloir. Quand vous cherchez la connexion et ne la trouvez pas, quand vous êtes dans un cycle d'évitement social, un véritable gouffre. Carl Jung dirait que la solitude nécessaire est une partie du processus d'individuation. Andrew Huberman dirait qu'elle respecte votre homéostasie sociale. Vous choisissez l'isolement temporaire pour revenir plus entier, plus forte. Mais si votre solitude est chronique, si vous ne vous souvenez plus de la dernière fois que vous vous êtes senti véritablement connecté, si votre cerveau est déjà entré en mode défensif, vous avez besoin d'une intervention différente, une stratégie précise. Andrew Huberman recommande ce qu'il appelle des micro-connexions délibérées. N'essayez pas de résoudre des années d'isolement avec une grande connexion. Commencez petit, une conversation genuine de 5 minutes, un moment de contact visuel réel avec quelqu'un, un message honnête pour quelqu'un que vous respectez. Les neurosciences montrent que ces micro-connexions commencent à réactiver les circuits de récompense sociale. Les neurones du noyau dorsal du raphet arrêtent de décharger en mode de faim et commencent à enregistrer que la connexion est possible, qu'il y a de l'espoir. Mais voici où Carl Jung entre en jeu avec quelque chose qu'Andrew Huberman ne mentionne pas. Les micro-connexions doivent être authentiques. Vous ne pouvez pas feindre l'intérêt. Vous ne pouvez pas faire de small talk vide. Votre cerveau sait quand vous êtes faux, et ces neurones ne répondent pas à la connexion performée. C'est peine perdue. Carl Jung dirait que vous devez être disposé à communiquer ce qui compte vraiment. Même si c'est effrayant, même si cela éloigne certaines personnes, parce que les personnes qui restent sont celles qui peuvent offrir la connexion réelle que votre cerveau recherche, la vraie connexion. Et cela nous amène au deuxième pas. Identifier qui peut offrir une connexion réelle, qui peut vraiment vous comprendre. Carl Jung utilisait le concept de synchronicité, des événements significatifs qui semblent connectés, mais non pas de relation causale. Des personnes qui apparaissent dans votre vie au moment exact, des conversations qui arrivent précisément quand vous en avez besoin. Pour Carl Jung, ce n'était pas une coïncidence, c'était l'inconscient collectif créant des ponts, des liens. Andrew Huberman expliquerait cela à travers le réseau de science cérébrale. Ce réseau détermine ce que votre cerveau considère important. Quand vous êtes en état de recherche, de connexion genuine, votre réseau de science commence à remarquer des signes qui avant passaient inaperçus. Vous commencez à percevoir qui vous regarde d'une façon différente, qui pose des questions authentiques, qui semblent traverser le même processus, qui vibrent sur la même fréquence. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neuroscience alignée avec l'intention. Vous ne trouvez pas les personnes, certes, par hasard. Vous les trouvez quand votre cerveau est calibré pour les reconnaître, quand vous êtes prêt. Le troisième pas est le plus difficile et le plus transformateur. Vous devez accepter que la solitude de l'être conscient est une partie du prix de la conscience, une réalité inévitable. Laissez-moi vous expliquer. Plus vous vous développez psychologiquement, plus vous intégrez votre ombre, plus vous devenez qui vous êtes réellement. Moins de personnes vont vous comprendre complètement, pas parce que vous êtes meilleur qu'elles, mais parce que vous opérez sur une fréquence différente, sur un autre plan. Carl Jung a écrit à ce sujet de façon extensive. Il a dit que le premier fruit du développement de la personnalité est la ségrégation de l'individu de la masse inconsciente et indifférenciée. Cela signifie isolement, et il n'y a pas de parole plus réconfortante pour cela. C'est un paradoxe. Relisez cette phrase. Il n'y a pas de parole plus réconfortante pour cela. Carl Jung n'essayait pas de vous encourager. Il vous préparait pour une vérité que peu arrivent à accepter.
une vérité brutale. L'individuation est solitaire. Le processus de se devenir entier est un chemin que vous parcourez fondamentalement seul. D'autres personnes peuvent vous accompagner en tronçon, peuvent vous supporter, peuvent vous comprendre partiellement. Mais la journée est la vôtre, c'est votre propre quête. Mais voici la partie qui sauve. À l'intérieur de cette solitude, existe quelque chose que Carl Jung appelait le soi. Pas l'ego, le soi. La totalité de qui vous êtes. Conscient et inconscient réunis, une unité. Et quand vous vous connectez avec le soi, la solitude change de qualité. Vous pouvez encore vous sentir isolé des autres personnes, mais vous ne vous sentez plus isolé de vous-même. Et cette connexion interne est plus puissante que n'importe quelle connexion externe pourrait l'être. C'est le Graal. Andrew Huberman parlerait de cela en termes de cohérence neurale, quand vous êtes aligné avec vous-même, quand vos actions reflètent vos valeurs, quand vous arrêtez de feindre d'être qui vous n'êtes pas. Votre cerveau entre dans un état d'intégration. Les réseaux neuronaux arrêtent de se battre entre eux. Le réseau du mode par défaut commence à traiter les expériences de façon plus cohérente, harmonieuse. Et ironiquement, c'est dans cet état de connexion interne que des connexions externes genuines commencent à apparaître. Parce que vous arrêtez de transmettre le désespoir. Arrêtez de chercher la validation. Arrêtez d'accepter n'importe quelle connexion. Juste pour ne pas être seul, vous reprenez le contrôle, vous devenez sélectif, et les personnes qui sont aussi en processus d'individuation reconnaissent cela en vous. Elles s'approchent naturellement, pas par hasard, par résonance. C'est une affinité. Carl Jung appelait cela trouver les membres de la même tribu spirituelle. Andrew Huberman appellerait cela une synchronisation neurale entre individus, une communion d'esprits. Des études de 2024 le montrent, lorsque deux personnes sont authentiquement connectées. Leurs schémas cérébraux commencent à se synchroniser. Les ondes cérébrales s'alignent. Les réponses physiologiques se reflètent. Deux cerveaux commencent à fonctionner comme un seul système. Mais cela ne se produit qu'avec une connexion véritable. Une connexion superficielle ne produit pas de synchronisation. Les banalités ne produisent pas de synchronisation. Seule la vulnérabilité, l'authenticité et une présence réelle créent cet effet. Alors, que faites-vous de tout cela? Comment transformez-vous la solitude profonde que vous ressentez maintenant? Premièrement, acceptez que votre isolement ait un sens. Vous n'êtes pas brisé. Vous êtes en train de vous éveiller. Et les âmes en quête se sentent toujours isolées au début, parce qu'elles voient des choses que les autres ne voient pas encore. Deuxièmement, utilisez la solitude existentielle comme un outil. Ne la fuyez pas, ne la comblez pas avec des distractions. Asseyez-vous avec elle. Demandez-lui ce qu'elle essaie de vous montrer. Carl Jung faisait cela à travers un processus qu'il appelait l'imagination active. Conversez avec les parties de vous-même que vous ignorez habituellement, comme le ferait un psychanalyste tel que Freud. Troisièmement, recherchez des micro-connexions authentiques. N'essayez pas de tout résoudre d'un coup. Une conversation réelle par jour. Un message sincère par semaine. Votre cerveau a besoin de preuves que la connexion est possible. Donnez-lui ces preuves. Quatrièmement, soyez sélectif, sans être fermé. Vous n'avez pas besoin de vous connecter avec tout le monde. Vous avez besoin de vous connecter avec les bonnes personnes. Mais pour les trouver, vous devez être suffisamment ouvert pour les reconnaître lorsqu'elles apparaissent, comme une rencontre fortuite au détour d'une rue parisienne. Cinquièmement, faites confiance au processus. L'individuation prend du temps. La transformation de l'isolement en solitude choisie prend du temps. Mais chaque pas que vous faites dans cette direction change la structure de votre cerveau, littéralement. Andrew Huberman en parlerait avec précision. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous sentez que ces mots ont touché quelque chose en vous, je veux vous demander une chose. YouTube a créé quelque chose qui s'appelle Super Thanks. C'est ce petit cœur doré en dessous de la vidéo. Lorsque vous cliquez dessus, vous ne soutenez pas seulement cette chaîne. Vous dites « Continuez à révéler ces connexions que personne d'autre ne fait. Continuez à traduire Carl Jung
pour ceux qui ont besoin de l'entendre. Continuez à créer du contenu qui touche ce qui compte vraiment. Chaque super thanks est un signal qu'il existe quelqu'un de l'autre côté qui a compris, qui raisonne, qui est sur le même chemin. Et quand vous faites cela, vous n'êtes pas seul. Vous créez une connexion réelle à travers un geste simple. C'est ce que Carl Jung appellerait participer à l'inconscient collectif de manière consciente. Comme les artistes qui puisent dans une source d'inspiration commune. Maintenant, j'ai une question pour vous. Et je veux vraiment que vous répondiez dans les commentaires. Carl Jung a dit que la solitude vient de l'incapacité à communiquer ce qui compte vraiment. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Que vous n'avez jamais réussi à communiquer à personne? Écrivez-le là en dessous. Ça peut être une phrase, ça peut être un mot. Mais soyez honnête, parce que voici le secret. Lorsque vous écrivez ce que vous n'avez jamais réussi à dire, même si c'est à des inconnus sur Internet, vous commencez à briser le cycle. Vous commencez à communiquer. Et peut-être que quelqu'un, en lisant votre commentaire, va penser « Moi aussi, je ressens ça ». Et à ce moment-là, deux cerveaux vont se synchroniser, même sans s'être jamais vus. Et la solitude va diminuer un peu pour les deux. C'est ce que Carl Jung voulait dire quand il parlait de l'inconscient collectif. Nous sommes tous connectés à un niveau que nous ne pouvons pas voir. La solitude existentielle est une illusion de l'ego. Au niveau le plus profond, vous n'avez jamais été seul, mais vous devez faire le travail de vous connecter à ce niveau. Et cela commence ici, maintenant, avec un commentaire honnête.